Ce que nous venons défendre ici pour nos agriculteurs, nos exploitants agricoles, mais aussi toutes nos industries agroalimentaires qui, je le rappelle, c'est la première industrie de France, c'est l'industrie agroalimentaire. C'est un contexte un peu particulier parce que, comme vous le voyez dans ce premier hall, il n'y a pas de bovins. C'est un choix qui a été fait, nous le respectons. Mais je veux ici dire que par les choix sanitaires qui ont été défendus par le gouvernement, par la ministre, on peut se féliciter d'être en train de gagner quand même le combat durablement contre la dermatose. Et depuis le début d'année, on n'a plus de cas de DNC. Alors, la prudence a conduit à prendre ces décisions il y a plusieurs mois maintenant. C'est respecté. J'étais heureux de pouvoir rendre hommage à l'égérie de cette année, qui pour la première fois depuis la création du salon était donc une vache de Martinique. Ça permet de rendre aussi hommage à l'importance de nos territoires ultramarins. Ce qui fait qu'avec la ministre des Outre-mer et la ministre de l'Agriculture, nous irons tout à l'heure aussi voir l'ensemble des filières agricoles dans nos Outre-mer. Je veux leur rendre hommage parce qu'on a une stratégie alimentaire, une stratégie agricole dans nos Outre-mer qui est très importante, qui vise à poursuivre l'autonomie. Et dans des territoires qui, ces derniers, ont été particulièrement touchés. Je pense tout particulièrement évidemment à Mayotte, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie qui, raisons différentes, mais ont beaucoup souffert. On va continuer là aussi à se battre pour notre agriculture en Outre-mer, pour défendre un POSEI ambitieux, pour consolider et moderniser le DEADOM et pour poursuivre cet objectif à la fois de souveraineté alimentaire de nos Outre-mer et d'intégration régionale. Et puis ce salon accueille un pays à l'honneur. On avait le Maroc l'année dernière, vous vous en souvenez. On est très fiers d'avoir la Côte d'Ivoire, pour ça que la ministre est aussi là à nos côtés pour pouvoir accompagner les ministres, les 4 ministres de Côte d'Ivoire qui sont ici présents. Et c'est là aussi une grande agriculture du continent africain. Ce sera au cœur du sommet de Nairobi du mois de mai prochain. Les partenariats agricoles entre la France et l'Afrique. Et là aussi, on a une agriculture extrêmement complète, plurielle en Côte d'Ivoire. Mais on le sait très bien, le cacao en particulier est une filière forte, qui a eu une année florissante l'année dernière. Et on s'en félicite pour nos amis ivoiriens. Donc je suis très heureux que la France puisse mettre la Côte d'Ivoire à l'honneur pour ce salon en 2026. Donc voilà les principaux enjeux à la fois du salon de cette journée, redire ici l'ambition et le soutien. Et permettez-moi de terminer en ayant un mot évidemment pour nos exploitants agricoles et plus largement tous nos compatriotes qui ces derniers jours et aujourd'hui encore vivent dans les inondations et les grandes difficultés climatiques. L'Ouest français, en ce moment le pays de la Loire, souffre beaucoup. Je veux remercier l'ensemble des services de l'État et des élus qui sont à leur côté et qui ont répondu aux urgences. Et je veux ici redire à l'ensemble de nos compatriotes qui sont touchés par ces inondations que le gouvernement est mobilisé. Le Premier ministre et les ministres compétents ont mis en place l'ensemble des dispositifs pour accompagner, prendre les arrêtés catastrophes naturelles qui permettront d'indemniser au plus vite. Et accompagner sur, on le sait, tous les leviers de raccordement à l'énergie, aux télécommunications et puis d'accompagnement en matière d'assurance. En tout cas, on est à leur côté. Monsieur le Président, la coordination rurale menacée hier de boycotter, est-ce que vous allez quand même les rencontrer ce matin? Tous les syndicats sont les bienvenus derrière le ruban et je verrai ensuite avec la ministre en bilatéral chacun des syndicats qu'il souhaite. Et je pense que c'est des moments où tout le monde doit être derrière la ferme française. Pas un moment de division le salon, c'est un moment où on montre à l'ensemble des familles qui veulent venir, des Françaises, des Français du monde entier, la richesse de nos productions, leur diversité, c'est un moment de fierté. Voilà, donc nous sommes à leur disposition et je pense que c'est un moment où l'unanimité doit prévaloir. Et ils vous ont répondu à votre proposition? Ben, on va voir juste après avoir coupé le ruban. Je n'ai pas la réponse, en tout cas nous on sera là pour eux. Aujourd'hui, ça représente quoi le salon d'agriculture? C'est un grand rendez-vous depuis maintenant 62 ans qui permet, je le disais, d'exprimer cette fierté française, la fierté de la production agricole, la fierté aussi de nos territoires. Et je crois que c'est aussi ça qui fait que la France a un rapport à l'agriculture qui est évidemment un rapport économique, parce que c'est un grand secteur économique, c'est un très grand secteur d'export et d'excellence française. Il faut en être fier, c'est un secteur qui continue d'attirer les jeunes. On sera avec beaucoup de jeunes là, de lycées agricoles, d'agro-paritech et autres. Et c'est aussi une fierté de nos territoires. Et c'est cette France qu'on aime, c'est-à-dire celle des terroirs, des climats, qui aiment la spécificité de ces vins, de ces fromages, de ces races de viande, de ces cultures végétales. Et c'est tout ça qu'on vient ici présenter.
Et je crois que c'est un petit voyage en France que font nos compatriotes quand ils viennent ici au salon. Donc je pense que ça doit être aussi un moment de joie, un moment en famille, un moment de découverte. Et il faut que ça reste cela. En parallèle de ce salon, il y a cette manifestation sous tension qui va se dérouler à Lyon aujourd'hui. Est-ce que vous êtes inquiet de la tournure que peut prendre? Écoutez, j'appelle moi tout le monde au calme. Et le gouvernement évidemment est très vigilant. Le Premier ministre comme le ministre de l'Intérieur seront vigilants pour que les choses se passent du mieux possible. Je pense que c'est d'abord un moment de recueillement et de respect pour notre jeune compatriote qui a été tué, pour sa famille, ses proches. Et ça doit d'abord être cela. Et ensuite, c'est un moment d'exigence et de responsabilité. Je tiendrai en début de semaine une réunion avec le Premier ministre et les ministres concernés pour faire un point complet sur l'ensemble des groupes d'action violente qui sévissent et qui ont des liens avec les partis politiques, quels qu'ils soient. Maintenant, il faut que tout le monde soit responsable. Dans la République, aucune violence n'est légitime. Dans la République, il n'y a que les forces républicaines qui peuvent agir, parce qu'elles protègent, et elles protègent un ordre républicain. Il n'y a pas de place pour les milices, d'où qu'elles viennent. Voilà. Et là, il faut être totalement intraitable. Une réunion, pourquoi faire, Monsieur le Président? Parce qu'on voit que quand ces groupes sont dissous, ils se reconstituent, il y a eu ce drame, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais d'abord, pour faire le point justement sur tout cela, et ensuite pour que le gouvernement puisse précisément voir avec l'ensemble des forces qui ont des liens, qu'il y ait des dissolutions qui soient faites et que les mesures suivent. C'est une responsabilité de chacun. Est-ce que vous estimez que le comportement de la France insoumise... Je ne ferai pas de commentaires politiques sur la journée, j'ai déjà tout dit là-dessus. Monsieur le Président, sur les... Vous pouvez vous assurer que les pays sud-amériques vont respecter les normes sanitaires par rapport aux agriculteurs? D'abord, nous, on a une position claire. On pense que le compte n'y est pas, c'est pour ça qu'on s'est opposé. Ensuite, on a obtenu avec la ministre ces derniers mois le doublement des contrôles. Donc on va s'assurer que les contrôles soient faits. C'est aussi pour ça qu'on est candidat d'ailleurs pour accueillir l'Union douanière européenne. Je pense qu'il faut être beaucoup plus exigeant dans les ports, les aéroports, pour que les contrôles soient effectifs. Et ensuite, en effet, pour qu'on remonte, qu'on regarde les capacités à produire. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup tenu aussi à la clause de sauvegarde. Et ça, on se félicite, on a eu ces avancées qui étaient une forme de frein d'urgence. Après, nous, on sera extrêmement vigilants dans cette période, mais on n'y est pas encore. Vous avez eu là un vote du Parlement européen qui a conduit à saisir la Cour de justice. On est encore dans les procédures, donc ça ne s'applique pas au moment où je vous parle. Voilà. Mais nous, on a la même préoccupation, la même vigilance. On veut que les règles qui se sont appliquées, qui s'appliquent à nos producteurs, pour des raisons qui sont des raisons de santé publique, elles ont été prises pour que votre alimentation soit de la meilleure qualité possible, pour vous protéger. La logique et le bon sens nous conduisent à dire que quand on importe les produits, on veut être sûr de la même chose. Sinon, on serait fou. C'est-à-dire qu'on mettrait des règles à nos producteurs pour ensuite faire prendre des risques aux consommateurs avec des produits qu'on importe. C'est un peu chadoquin. On ne veut pas ça. Mais on est là-dessus, pour moi, on n'a pas encore toutes les garanties. Je vous rassure, je suis prêt à m'impliquer. Je me suis toujours battu pour qu'on en ait une. Je l'ai fait la dernière fois quand on avait beaucoup de menaces au moment du Brexit. Beaucoup de gens nous disaient vous n'aurez pas votre PAC, etc. On a réussi à maintenir notre montant et moi je l'ai dit. On s'est battu, on a obtenu déjà une amélioration de la copie substantielle l'année dernière et nous on veut ici pouvoir dire que les revenus pour nos exploitants agricoles seront garantis dans la prochaine PAC. Et c'est à la fois dans les discussions européennes et avec le budget français. Mais je pense qu'il est très important, c'est qu'on se batte pour à la fois garantir justement ces montants-là, mais qu'on se batte aussi pour obtenir les montants qui vont permettre de moderniser nos exploitations agricoles et notre industrie agroalimentaire. Et donc ce n'est pas simplement défensif l'approche que nous avons. On est convaincus avec le gouvernement, avec la ministre, que nous devons dans beaucoup de filières moderniser la production, parfois l'aval, notre capacité à transformer, pour mieux valoriser encore nos produits. Les difficultés qu'on a, qu'ont certaines filières, cette année, on le sait, on a une grande difficulté sur la viticulture, par exemple. Alors, c'est beaucoup les événements climatiques, c'est aussi les changements de consommation. Ils ont donné lieu à des décisions difficiles et pour lesquelles on accompagne nos exploitants. Mais il faut aussi permettre à certains de moderniser, de changer leurs pratiques. On sait qu'on a des difficultés dans les grandes cultures en ce moment parce que les cours sont mauvais, les coûts de production ont monté. On y fait face là aussi en se battant pour que, par exemple, les engrais soient sortis du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, et ça on continue le combat, on l'a déjà beaucoup amélioré, mais on a les derniers mètres à faire.
Mais à côté de ça, on a aussi à améliorer l'aval, c'est-à-dire à mieux transformer ce que nos grandes cultures produisent pour être moins dépendants des cours mondiaux. Et ça, c'est un volet, je dirais, plus offensif qu'on veut aussi obtenir à Bruxelles, c'est comment moderniser l'agriculture et l'agroalimentaire en Europe. Est-ce que la décision des États-Unis de la Cour suprême sur les droits de douane imposés par Trump est un soulagement? Est-ce que ça change concrètement quelque chose? Écoutez, je n'ai pas l'habitude de commenter ce qui se passe dans les autres pays. Je pense que c'est... D'abord, je pense que ça invite tout le monde à réfléchir. Ça semble pas mal d'avoir des cours suprêmes et donc un état de droit. Tous ceux qui pensent que les cours suprêmes, c'est des problèmes dans la vie politique, voilà, une cour suprême, elle a regardé la Constitution, elle a dit c'est pas conforme à la Constitution. Là, tout le monde dit c'est formidable, ben voilà, c'est bien d'avoir des pouvoirs et des contre-pouvoirs dans des démocraties. Il faut s'en féliciter. Bon. Ensuite, il ne faut pas aller trop vite non plus, parce que je constate que le président Trump, quelques heures, a dit qu'il avait repris des textes pour avoir de nouveaux tarifs, mais alors ceci plus limité et pour tout le monde. Donc on va regarder. On va regarder exactement les conséquences, ce qui peut être fait, et on va s'adapter. Et au fond, nous, qu'est-ce qu'on veut? Continuer à exporter nos produits agricoles et agroalimentaires, notre luxe, notre mode, nos cosmétiques, notre aéronautique, oui, je l'ai mis dans l'agroalimentaire, enfin tout ce sur quoi on est bon à l'export, avoir d'autres produits à l'export, hein, parce qu'on continue de réindustrialiser le pays, et le faire avec les règles les plus loyales qui soient. Et donc les plus loyales qui soient, c'est de la réciprocité, et pas subir des décisions unilatérales. Donc si ça permet de pacifier les choses, voilà, c'est bien, et je pense qu'il faut plutôt être dans une logique d'apaisement à l'international et de continuité dans la modernisation de notre économie dans toutes ces filières. Voilà, je vais aller ouvrir. L'IA de moderniser, est-ce que ça passe par l'IA? Oui, ça en fait partie. Vous savez, quand la ferme française doit se moderniser dans beaucoup de domaines, gagner en productivité, en compétitivité. On sait l'importance de la robotique, de la génomique. On sait l'importance de l'accompagnement, de la transformation des structures, et l'IA en fait partie. D'ailleurs, on a beaucoup d'exploitations où on met de l'IA et de plus en plus. Ça change la vie de nos éleveurs. Vous ne levez pas quand vous avez de l'IA, des systèmes qui captent, vous ne levez pas pareil la nuit au moment des velages. Vous accompagnez vos bêtes de manière, je dirais, plus souple. Ça permet de préserver du temps pour nos éleveurs. Pour ne citer que cet exemple, on améliore aussi la productivité de nos champs, la diversité, parce qu'on mesure mieux, et en fait ça permet de mieux agréger les données. Donc l'IA a aussi sa place dans l'agriculture pour améliorer les choses. Pas du tout. Non, mais je pense que c'est une erreur, parce que... non, alors d'abord ça c'est une erreur, parce qu'il ne faut pas regarder les discours de 2017 avec les yeux d'aujourd'hui. Il y a énormément de filières qui ont réussi avec la montée en gamme, et ça a été adapté dans des filières. Et d'ailleurs, on a vu tout ce qu'on a réussi à faire, par exemple, dans le lait, pour n'en citer qu'une. Et à la fois la montée en gamme, Egalim, l'organisation des producteurs a très bien marché. Il y a d'autres filières qui n'ont pas réussi à s'organiser, pour certaines. Et puis après, il y a un monde qui a changé. C'est-à-dire que depuis 2017, au cas où vous n'auriez pas été dûment informé, il y a eu une pandémie mondiale de Covid. Il y a eu la guerre en Ukraine qui a totalement changé les choses, et une transformation géopolitique. En 2017, pour prendre qu'un exemple sur les grandes cultures que j'évoquais, on exportait vers la Russie du blé. On exportait. Au moment où je vous parle, la Russie, elle l'exporte dans le monde entier. Pourquoi? Réchauffement climatique. En 8 ans de temps, le réchauffement climatique fait que la Russie, qui avait du mal à avoir une production de blé stable par an, elle en a 2 très rentables aujourd'hui. Je cite que cet exemple, mais il y a un bouleversement complet des marchés, et la guerre en même temps a fait que les filières par lesquelles on avait nos engrais qui arrivaient à bas coût a été complètement rompue, donc a fait monter nos coûts de production en même temps que ceux de l'énergie. Donc il y a eu énormément de perturbations géopolitiques, de changements aussi des goûts, qui fait qu'il ne faut pas avoir une approche monothématique. D'ailleurs, le discours des Rungis n'était pas que sur la montée en gamme, il était sur une approche de revenus, des contrats de filière, et une approche qui était revenus et transition. Et donc, on a constamment adapté celui-ci. Je note aussi que dès 2019, j'ai eu un discours de souveraineté alimentaire au moment où peu en parlait, avant le Covid, et où nous avons déployé une politique de souveraineté protéinique qui était une première depuis 60 ans. Donc on a à chaque fois adapté les choses, parce qu'il faut les adapter dans un monde qui change. Mais c'était un discours qui était adapté au moment, qui a produit des résultats.
Le discours de 2019 sur la souveraineté alimentaire et la souveraineté protéinique l'était aussi. Et là, nous continuons d'agir avec ce triptyque que j'ai rappelé, produire, préserver, protéger. Merci beaucoup. On va ouvrir le salon pour que tout le monde puisse rentrer. Allez. J'ai besoin d'être, s'il vous plaît.